Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. C'est de la clinique, c'est du sérieux. On va définir effectivement ce qu'est l'obsession et par la suite, on va décrire bien évidemment ce qu'est l'aspect compulsif des choses, les compulsions. Le TOC est caractérisé par la présence de pensées obsessionnelles ou compulsives. Plus précisément, quand je mentionne pensée obsessionnelle, il s'agit effectivement de pensées, d'images, d'idées, de pulsions, c'est-à-dire faire quelque chose, commettre un acte. Les images qui pourraient revenir effectivement sont plutôt des images traumatisantes, violentes, horribles. Le problème de ces pensées, de ces images, de ces pulsions, sont malheureusement répétitives, invasives et persistantes. Et c'est ça le souci. Ces pensées, images, ce que j'ai décrit tout à l'heure, elles sont vécues comme invasives, elles sont inconfortables, elles sont inopportunes pour la personne, pour le sujet, celui qu'on appelle le sujet en clinique. Voilà, c'est la description qu'on peut faire de la pensée obsessionnelle, de l'organisation obsessionnelle. Ensuite, on va définir l'aspect compulsif, la compulsion. La compulsion, ce sont des actes, des comportements répétitifs ou des actes mentaux, c'est-à-dire une pensée, une mécanique, se mettre à compter quelque chose, se mettre à penser à une chose précise, une suite de mots, un mot précis, se répéter une phrase en soi, à l'intérieur, avec un certain nombre de fois, ça, c'est une compulsion. C'est compulsif. Voilà. C'est donc un acte cérébral. Voilà. C'est pas, vous n'agissez pas physiquement, vous n'allez pas vérifier quelque chose, vous agissez mentalement. C'est une compulsion. La compulsion n'est pas réservée aux actes où effectivement on va vérifier un certain nombre de choses. Voilà. D'aller vérifier 10 fois que sa porte est bien fermée, 10 fois que tel objet est bien posé à cette place-là, 10 fois que son portable est bien à tel endroit, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est l'acte compulsif par la vérification physique de quelque chose, mais il y a aussi effectivement l'acte compulsif mental, mentalisé avec effectivement une idée, une image, une répétition, se répéter quelque chose à plusieurs reprises pour... Effectivement, on y reviendra tout à l'heure, ça a du sens. Vous pensez bien que si la personne fait ça, si la personne est dans la compulsion, si un sujet est dans la compulsion, c'est que c'est concomitant à une obsession. Il n'y a pas de compulsion sans obsession, en règle générale. Cette compulsion, elle a un effet, elle a un rôle par rapport à l'obsession. Tout ça a une certaine logique. C'est ce qu'on essaye de déplier, de déployer aujourd'hui dans cette vidéo très technique, très clinique. Les TOC, le trouble obsessionnel compulsif, alors il y a les troubles obsessionnels, puis il y a les troubles obsessionnels compulsifs, hein. On est bien d'accord, ce sont deux choses différentes. Là, on est plutôt dans les TOC, c'est-à-dire qu'on parle du trouble obsessionnel compulsif. L'obsession est telle qu'elle génère, qu'elle crée une compulsion. Voilà, un caractère compulsif. Il y a des troubles obsessionnels sans compulsion, ça existe. Voilà, la rumination, on peut ruminer sans avoir des compulsions mentale ou des compulsions de vérification. Voilà. L'un peut être dissocié de l'autre. D'où la définition tout à l'heure, hein, c'est une pensée obsédante qui génère qui génère une compulsion, un aspect compulsif. Voilà. Mais c'est c'est pas obligatoire, c'est pas automatique. Cette chose compulsive, c'est quelque chose que la personne s'oblige à faire. Elle rêverait de ne pas le faire. Elle passe d'ailleurs beaucoup de temps dans la journée à essayer de lutter contre ça, d'accord? Mais à la limite, ça s'impose. Donc elle va y céder puisque ça semble s'imposer à elle, la personne, le sujet, voilà, et il ne peut pas faire autrement. C'est compulsif. Et bien évidemment, cette compulsion, cet acte compulsif, il est toujours en lien avec l'obsession, avec une obsession. Il n'y a pas de compulsion sans obsession. Parce que le trouble obsessionnel vient parfois amener l'idée, la peur que quelque chose de grave pourrait arriver. Voilà. Et donc, cette pensée magique, symbolique bien évidemment, hein, appelons-la ainsi, on peut la nommer de plusieurs manières,
hein, l'acte compulsif cérébral, surtout d'ailleurs, voilà, qu'on pourrait assimiler à une espèce de pensée magique. Si je fais ça, si je compte ça, si je me répète cette phrase plusieurs fois dans la tête, voilà, ça va conjurer le fait que tel événement pourrait se produire. Voilà, c'est fait à des fins d'apaisement. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est très pénible à vivre, mais c'est important d'en comprendre sa mécanique. Si la personne n'exécute pas cet acte-là, elle lutte beaucoup toute la journée contre ça, on est d'accord, c'est parce qu'il y a cette obsession. Si l'acte compulsif n'a pas lieu, apparaît un phénomène extrêmement problématique, la montée, une poussée d'angoisse. Donc, le TOC est toujours rattaché ou rattachable et très rapidement à l'angoisse. Parce que si je n'effectue pas cette mécanique, cet acte cérébral ou cet acte de vérification, l'angoisse monte. Et je suis saisi par l'angoisse, et être saisi par l'angoisse est extrêmement complexe, et d'une dans le ressenti, et de deux, c'est extrêmement compliqué de s'en départir, voire même quasiment impossible. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. D'où le côté compulsif, ça s'impose eu égard à l'obsession, et ça s'impose eu égard à une montée d'angoisse qui fait qu'en accomplissant l'acte, il y a une tentative de résolution, fût-elle momentanée, de l'angoisse, de l'apparition de l'angoisse, ou de la lutte contre l'angoisse, ou d'un affaissement de l'angoisse. Capital de comprendre ça. Il y a ce qu'on appelle des TOC apparentés, ou les apparentés, qui sont effectivement des TOC qui concernent plutôt le rapport au corps humain. La tricotillomanie, s'arracher les cheveux, se triturer le corps toute la journée, ainsi de suite, voilà. Tout ça sont aussi des TOC, mais qui sont ce qu'on appelle les apparentés. En général, c'est quelque chose qui vient, qui naît, qui apparaît dans votre existence de manière tout à fait insidieuse, n'est-ce pas? Et pernicieuse, pour ne pas dire, voilà, petit à petit, d'une certaine manière. Alors, c'est pas quelque chose qui apparaît quand on regarde bien, quand vous regardez bien les choses. Il faut savoir regarder les choses. Et dans un bon angle, voilà. Eh bien, on s'aperçoit que c'est pas forcément quelque chose qui naît à 25 ans ou à 30 ans ou à 20 ans. C'est quelque chose qui, vraiment, les personnes qui en souffrent le plus, c'est quelque chose qui est apparu aux alentours de la dizaine d'années. 10 ans, à peu près. On est bien d'accord. Après, c'est de la casuistique, tout ça. Hein, donc ça, c'est un propos général. Et le propos, il y a des gens pour qui ça va démarrer à 6-7 ans, il y a des gens pour qui ça va démarrer à 12-13 ans, voilà. Et la plupart, le contingent principal, ça sera aux alentours de 10 ans, voilà. Mais de manière insidieuse, pernicieuse, et puis plutôt que de me questionner là-dessus, je trouve une mécanique pour solutionner l'obsession que j'ai, et effectivement apaiser l'angoisse qui pourrait apparaître, ou du moins qui commence déjà à me saisir. On n'attend pas d'avoir 40 ou 50 ans dans la vie, chers amis, pour être pris par une certaine forme d'angoisse. L'être humain, à peine né, est déjà potentiellement susceptible d'être le fruit d'angoisse, c'est-à-dire d'un ressenti extrêmement puissant, qui n'a pas d'objet, qui n'a pas d'idée. On ne sait pas, mais on sait qu'il y a ce ressenti extrêmement dérangeant, qui peut d'ailleurs créer des symptômes, et tout ce qui s'ensuit. On va s'arrêter là, parce que là, je pourrais vous faire l'apologie de la vie psychique en une vidéo de 30 heures. Voilà. Et là, attention, ça rigole plus les vidéos de 30 heures, ce qui est impossible à faire. Insidieusement, quand vous êtes petit, avant de vous coucher, il y a déjà un rituel, n'est-ce pas, de vérification, que tel objet est bien à sa place, que les choses sont bien alignées, que les petits chaussons sont bien alignés. Il y a déjà du petit rituel. Ça ressemble effectivement déjà à du TOC. Il y a déjà l'idée de quelque chose qui s'impose, qui est invasif, intrusif. Et puis il y a le geste de vérification, ou d'une pensée récurrente, ou d'une suite logique de chiffres, et ainsi de suite. Et ça, c'est très intéressant de se rendre compte parce que c'est pas forcément quelque chose qui apparaît 20, 25, 30, 35, peu importe la vie, jusqu'à 90 ans, 100 ans. Voilà, c'est pas à ce moment-là. Il y a déjà une structure de base et ce qui est intéressant, c'est toujours de retrouver cette structure de base, d'aller à la recherche de cette structure de base parce qu'elle existe et c'est toujours dommage de se séparer, de ne pas se mettre en contact avec la racine des choses parce que c'est bien souvent la racine qui explique la continuité d'un phénomène ou d'un mécanisme. Le petit doudou qui doit être à telle place, précisément, avant d'aller à l'école. Vous voyez, des petites choses comme ça. Le cartable qui doit être fait parfaitement avant de s'endormir, sinon on ne s'endort pas. Il y a déjà un tempérament de TOC compulsif, de vérification, d'apaisement, de recherche d'apaisement. Je serai apaisé à partir du moment où j'aurai vérifié que telle chose a bien été mise en place. Voilà, ou que j'ai eu telle pensée, que je me suis endormi avec telle pensée et pas avec une autre. Tout ça est déjà
tout à fait intéressant. Ça va parler à beaucoup de gens. J'espère que nombreux regarderont cette vidéo parce que c'est du sérieux. Ce qu'il faut évaluer en urgence, si je puis dire, c'est pour pouvoir diagnostiquer un TOC, c'est effectivement à quel degré la personne en souffre. C'est évaluer son degré de détresse et c'est évaluer bien évidemment aussi le nombre de temps que la personne passe à essayer de résoudre cette détresse, à accomplir des actes, soit par la pensée, soit par le geste. Combien de temps cette personne passe dans la journée, sur 24 heures, combien de temps passe-t-elle dans la journée à effectuer ces tâches qui sont une perte de temps, une déperdition de temps absolument considérable et qui génèrent d'ailleurs des effets considérables et notamment sociaux. Mais le problème n'est pas vu comme ça puisque la problématique s'impose au sujet, s'impose à la personne. Donc les dérives, si vous voulez, les effets, la personne n'est pas saisie par les effets, elle est saisie par l'angoisse, l'obsession et l'angoisse dans laquelle elle est. Donc voilà. Si les gens ne font pas ça, ça peut être un beau tohu-bohu pour eux. Et puis surtout, n'oubliez pas que quand vous êtes en couple, vous avez des tocs. Bon, ok, au début, votre partenaire, il vous aime, il vient de vous rencontrer, il va faire avec. D'ailleurs, vous allez essayer de cacher le maximum de temps vos tocs. On est d'accord, vous allez arriver en retard d'une demi-heure, parce que vous avez vérifié votre fenêtre, votre porte, votre gaz, votre clé, et ainsi de suite, pendant 45 minutes ou pendant 1 heure. Voilà. Et l'autre, forcément, vous n'allez pas lui dire, dis non, j'ai vérifié ma fenêtre 40 fois, donc c'est pour ça que je suis en retard. Donc la raison est, voilà, non, c'est impossible. Alors vous allez invoquer tout un tas de trucs. Mais l'autre, quand il voit ça ou quand il entend ça, au bout d'un moment, il est capable de se dire, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Et vous êtes capable de perdre des relations, des personnes à cause de ça. Bien souvent, celui qui souffre de TOC n'en parle pas. Et s'il en parle, on va le regarder avec des grands yeux. Et c'est bien le problème. Quid de l'ouverture des êtres humains entre eux quand il y a quelqu'un qui est en souffrance et effectivement qui expose sa souffrance. Alors le partenaire qu'il rencontre, c'est pas son psy, on est bien d'accord. Ne vous trompez pas de combat, mais à quel degré on est sensibilisé par le problème de l'autre. Et ça c'est très intéressant. Et dans notre société actuelle, attention, la sensibilisation à la problématique de l'autre, elle serait plutôt comme qui dirait un tantinet restreinte. Merci. Ce qui compte, c'est d'évaluer vraiment à quel degré la personne est altérée par ces TOC dans son quotidien. C'est ça qui crée l'urgence et qui crée le diagnostic. Inutile de vous dire qu'une personne qui passe plus d'une heure, à être dans une mécanique cérébrale, à se raconter des choses pour s'apaiser, ou qui passe beaucoup de temps à vérifier quelque chose, c'est là que le diagnostic de TOC va se mettre en œuvre. Inutile de vous dire qui n'a pas été, vous et moi, face parfois à un truc où vous sortez de chez vous, vous avez fermé votre porte ou votre fenêtre ou j'en sais rien, et vous êtes en bas de l'immeuble en disant « Ma fenêtre, est-ce que je l'ai fermée ou pas ?» Bien souvent, vous remontez, d'ailleurs, pour vérifier que la fenêtre elle est bien fermée. Ou bien souvent, la porte est bien fermée, ou ainsi de suite. Voilà. Mais vous ne le faites qu'une fois. Une fois que vous avez vérifié, vous refermez tout, vous êtes tranquille, serein, et vous partez faire votre journée. La personne qui souffre gravement de TOC, c'est que vérifier une seule fois n'est pas suffisant. Parce que quand elle change de pièce, tout d'un coup, le doute la reprend. Est-ce que j'ai bien fermé? Je vais aller fermer pour être sûr. Mais c'est une certitude en secondes. Le but de la vérification, qu'elle soit mentale ou physique, c'est effectivement d'apaiser l'obsession et d'apaiser l'angoisse qui lui est afférente. Mais si effectivement ça ne s'apaise pas ou très mal, eh bien effectivement la mécanique, c'est une mécanique extrêmement violente, extrêmement puissante, extrêmement harassante, va venir réoccuper l'espace ou continue d'occuper l'espace. Et elle ne serait potentiellement amenuie qu'à partir du moment où la personne a effectué 10 vérifications, 20 vérifications, le gaz, est-ce qu'il est bien fermé, ainsi de suite. Voilà, il y a 1001 manières quand on souffre de TOC. Est-ce que j'ai bien fermé ma bagnole? Est-ce que la porte d'en bas est bien fermée? Si vous avez ce genre de pensée, facile à dire, ne culpabilisez pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est une mécanique totalement involontaire. D'abord, c'est une mécanique historique. Je vous ai renvoyé ces éléments-là en début de vidéo. C'est très important de comprendre d'où provient la racine des choses. Et ensuite, bien évidemment, sa continuité, et l'angoisse qui est afférente au TOC, et surtout quand il n'y a pas ces actes de vérification. Parce qu'il nous est tous arrivé, effectivement, de remonter une fois ou deux fois chez soi,
pour aller vérifier que la fenêtre était bien fermée, que la porte était bien fermée, que la voiture était bien fermée, que le gaz était bien coupé et que l'électricité avait été coupée. Quand vous partez en vacances et que vous coupez l'eau, voilà, coupez l'eau quand vous partez en vacances. Hein. Vous imaginez pas le nombre d'accidents qu'il peut y avoir, une canalisation qui pète, vous n'êtes pas dans la merde, vous êtes à 1000 km ou à 10 000 km, c'est super compliqué pour revenir. Ça, c'est des pensées parasites. Ça va, il y a un petit côté obsessionnel, mais ça s'apaise et ça se répare rapidement. La personne qui souffre de TOC, mais vraiment, au sens diagnostiqué en tant que tel, parce qu'elle y passe du temps, parce qu'elle en souffre particulièrement, parce que c'est très invasif, c'est très intrusif, parce que sa pensée au quotidien est altérée par ça. Elle va avoir besoin de le vérifier 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois. Seules 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois vont apaiser l'obsession et effectivement cette angoisse attachée, rattachée, afférente à ce caractère obsessionnel. Mais j'insiste, c'est absolument involontaire. Personne ne s'est réveillé un matin en se disant j'ai un petit planning pas terrible aujourd'hui, j'ai pas grand chose à foutre, tiens, je vais avoir des tocs. Non, personne, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vraiment quelque chose qui est involontaire, qui est extrêmement violent et les personnes en souffrent et sont malheureux de ça. Mais ça s'impose tellement à eux que oui, j'en souffre, mais j'ai pas le choix. Bon, on parlera tout à l'heure aux éléments thérapeutiques qu'on peut mettre en œuvre. Il n'y a pas, alors là, il n'y a pas de formule magique, hein, c'est puissant, c'est une vraie psychopathologie, et ça, attention, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Il y a toute une historicité, et ça, bien évidemment, ça se raconte. Il n'y a pas de claquement de doigts et salut, j'ai plus de TOC. Voilà, ça peut arriver, mais attention, le problème des moments, j'en parlerai tout à l'heure, les problèmes de moments où ça s'arrête, il y en a, ça peut arriver. Malheureusement, ça peut reprendre. Il suffit que vous soyez dans une période un peu plus compliquée de votre vie, et ce genre de choses peut remonter à la surface. Voilà, ça c'est un souci. Mais néanmoins, il y a quand même des éléments qui permettent de s'en départir, de remonter la tête hors de l'eau. C'est toujours mieux que d'effectivement d'avoir la tête sous l'eau. Alors, ces TOC, ça peut être énormément de choses. J'en ai cité énormément depuis tout à l'heure. Tout ça, c'est en vrac. Ça peut être effectivement le nettoyage, hein, un nettoyage à fond. Voilà, qui doit être fait à tel moment, ou tous les jours, ou un peu tous les jours. Voilà, il faut que ça soit fait à fond, sinon ça va pas. J'ai peur de choper une maladie, une bactérie, ainsi de suite. Voilà, il y a des gens qui souffrent de TOC et à peine on leur serre la main, c'est une catastrophe. Ils vont se laver les mains 10 fois. Ce sont des gens qui se lavent les mains d'ailleurs 40, 50 fois. Alors avec le Covid, vous imaginez pas comment le curseur il est monté très très vite, hein, voilà, très très vite et très très haut, voilà, qui se laverait les mains pendant 50 fois dans la journée, alors qu'en gros, petite dizaine de fois dans la journée, à peu près en gros, je crois, ça doit être la norme, mais effectivement, le TOC du lavage de main, hein, pour ne pas choper une bactérie, et eh bien ça va être 40 fois, 50 fois, il se bouffe la peau, parce que ce qu'on se met sur les mains pour laver, pour une fois c'est bien, pour 10 fois dans la journée c'est bien, mais si effectivement c'est fait avec récurrence, vous n'imaginez pas à quel degré ça peut abîmer la peau. Donc voilà, ils se retrouvent avec des gerçures sur les mains considérables, mais ça s'impose à eux parce que sinon ils ont peur de choper une bactérie, un virus et quelque chose de ce genre-là. Donc ça peut être le nettoyage, ça peut être des vérifications, hein, vérifier que tel endroit, telle chose est au bon endroit, bien positionné, voilà. On dit souvent d'ailleurs dans le langage usuel, à tort, que quelqu'un qui met comme ça les choses à un endroit bien précis, et ça doit être comme ça doit pas être autrement, on dit « Ah lui, qu'est-ce qu'il est maniaque ?» C'est pas maniaque, ça n'a rien à voir, il est obsessionnel. Maniaque, c'est en lien avec les troubles maniaco-dépressifs. Voilà, donc ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Méfiez-vous d'ailleurs du langage usuel qu'on utilise en psy, notamment parce que des fois on met un mot à la place d'un autre qui n'a absolument pas la même résonance, la même répercussion clinique. Voilà, un maniaque, c'est pas ça. Maniaque, c'est beaucoup plus grave que ça. Mais donc quelqu'un qui a besoin de mettre un objet à sa place, et c'est cette place-là et pas une autre, ou de l'épousseter, qui n'est pas une micro-poussière dessus, ce n'est pas un maniaque. On l'appelle comme ça, c'est faux, à tort, on l'appelle tout simplement une personne obsédée, obsessionnelle. Voilà. Une personne qui souffre d'un trouble obsessionnel. Voilà. Ça c'est clair, ça me plaît. Les objets bien alignés, ça s'appelle la symétrie, hein, voilà, on en parlait tout à l'heure dans l'enfance, hein, les chaussons bien alignés, les poupées parfaitement alignées, les petits soldats bien alignés, les doudous bien alignés, tout ça c'est de la symétrie. La symétrie c'est compulsif. Voilà. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas et que vous vous endormez paisiblement, c'est pas compulsif, puisque ça ne s'impose pas à vous. Malheureusement, la compulsion trouve sa parfaite définition quand je suis obligé de le faire, sinon je ne vais pas bien dormir, ou je ne vais pas passer une bonne journée, et ainsi de suite. C'est là où le caractère compulsif entre en ligne de compte. C'est parce que ça va être intrusif, je vais avoir du mal à me concentrer sur autre chose.
Ça va me happer. C'est ça l'aspect compulsif. Ça s'impose à moi. Si je ne le fais pas, ça va être compliqué pour moi. Peu importe ce qu'il y a à faire par la suite. C'est ça l'aspect compulsif. Ça redéfinit ce que je vous disais en début de vidéo. Très bien. Alors, il y a d'autres choses. Il y a la dysmorphie corporelle. C'est-à-dire que ce sont des gens, par exemple, c'est très compulsif aussi, qui vont aller devant leur miroir 100 fois dans la journée. 100 fois. 50 fois, si vous voulez. Peut-être même 30. Pour vérifier un petit truc qui ne va pas. Ils perdent leurs cheveux, ils perdent leurs sourcils, ils ont un petit bouton, ils ont un défaut, mon nez ça va pas, mon menton ça va pas, ma barbe ça va pas, mes yeux ça va pas, ils sont boursouflés, j'ai des poches, mais mon front ça va pas, mes rides ça ne va pas, tout ça effectivement à partir du moment où ça s'impose à vous, je dois aller devant mon miroir, je dois aller regarder le truc, ça va pas ce truc, ça va pas, je viens chercher à me rassurer, mais fondamentalement vous repartez, vous êtes plus angoissé. Tout ça c'est de la compulsion, c'est un acte. C'est un acte de vérification, c'est plutôt physique, vous vous rendez devant votre miroir, mais malheureusement on est dans un caractère compulsif, au point des fois de prendre des proportions assez importantes, que les gens se retrouvent chez le chirurgien, n'est-ce pas, et pour dire voilà, changez-moi mon nez, enlevez-moi mes rides, enlevez-moi ceci, enlevez-moi cela, voilà, parce qu'il y a vraiment une obsession sur une chose. Alors je ne dis pas que c'est incongru, ça a du sens pour la personne, mais malheureusement elle en souffre, voilà, et elle n'ira mieux qu'à partir du moment où effectivement on aura corrigé ce que la personne considérait comme étant quelque chose qui était à éradiquer en urgence, voilà. Alors qu'on peut vivre avec énormément de petits défauts qu'on a sur le visage ou sur le corps, voilà, parce que ce qui nous singularise d'ailleurs c'est qui on est et ce que l'on est, avec nos petits avantages, bien évidemment, mais avec potentiellement nos énormes inconvénients. Toute la question, c'est pas nos énormes inconvénients, c'est comment on est avec. Si vous êtes tranquille et paisible avec vos petits inconvénients, c'est pas un souci. Ça ne sera pas un souci pour vous. Et puis à la limite, pour l'autre, ça sera même pas un souci. Ça deviendra même une forme de marque de fabrique, en fait, si vous allez par là. Et l'autre vous aimera avec cette petite caractéristique que vous avez sur le visage ou sur le corps, que les autres personnes n'avaient pas. Ça s'appelle la singularité, ça. Et ça, c'est très important. Mais, malheureusement, au lieu que ça soit vu de manière bénéfique, c'est vu en mode malus. Et ça, c'est un véritable problème. Et c'est un trouble obsessionnel. Ça colle bien au contenu de la vidéo. Voilà, il y a une préoccupation trop importante sur le corps, il y a une focalisation sur le corps, voilà, soit sous forme de défaut, la dysmorphophobie, voilà, et soit de se triturer toute la journée, voilà ce qu'on appelait les apparentés tout à l'heure, donc j'en parle un peu parce que c'est quand même très important. Il existe aussi ce qu'on appelle la thésaurisation. La thésaurisation, c'est j'amasse, n'est-ce pas, et j'ai du mal à me débarrasser des choses, voilà. Allez, je prétends faire du tri. Déjà, c'est pas forcément les gens qui font de la thésaurisation, ce trouble obsessionnel particulier, qui se dit tiens, je veux faire du tri, c'est assez rare. Et de deux, quand ils trient tout, tout est important, tout est à garder, parce que le fait de perdre quelque chose suscite une angoisse. Oui, les troubles corporels dont je vous parlais tout à l'heure, la dermatillomanie, hein, voilà, les gens se triturent, voilà, toute la journée, ils se triturent quelque chose, se triturent la peau, ronger les ongles, on pourrait l'assimiler à ça. Voilà, il y a un réflexe, il y a un acte. Hein, la dermatillomanie qui bien souvent d'ailleurs finit par générer un malus considérable, c'est-à-dire provoquer tout simplement des lésions cutanées. Et ces lésions cutanées, après il faut les traiter, mais c'est un cercle infernal, parce que les gens s'arrachent après les croûtes et ainsi de suite, voilà, ça développe des bactéries, bref. Et ça, la dermatillomanie, il y a effectivement quelque chose de compulsif, s'arracher des croûtes, hein, ça gratte, ok, mais c'est pas parce que ça gratte qu'il faut s'arracher une croûte, on est bien d'accord, c'est même bon signe que ça gratte une croûte, ça veut dire que ça se resolidifie, hein, ça fonctionne relativement bien. Si t'arraches ta croûte, elle va durer 3 mois, on est bien d'accord, voilà, l'idée d'un petit bouton, et ainsi de suite, ceci, cela, voilà, tu veux arranger ton petit bouton, tu le perces, et puis tu le reperces, et puis tu le reperces, et puis tu le reperces, et au bout d'un moment, t'as un trou de canon, là, voilà, et ça c'est un problème. On a tous connu ça, on a tous eu 20 boules, 25 ans, 30 ans, ou ainsi de suite, voilà. Et parce que tu as un bouton, tu te dis je sors plus de chez moi. Ah bon, c'est marqué où ce truc-là? Voilà. Et d'ailleurs, ce que toi tu vois en gros, style phare qui clignote tout le temps, l'autre il le voit pas plus que ça, et limite il trouve ça presque mignon. Mais ça, c'est une question d'interprétation, c'est vachement intéressant ça. Voilà, on en reparlera ou pas, je sais pas dans quel cadre on en reparlera, mais je pense qu'on en reparlera, mais comment on regarde les choses, comment psychiquement, comment ça fonctionne. Bon, je vais pas m'étendre. J'avais dit que cette vidéo serait courte. Bon, vous avez compris. Voilà, dans la dermatillomanie dont je vous parlais, il y a vraiment cet aspect répétitif. C'est une récurrence. Je triture telle zone de mon corps, c'est une récurrence. La tricotillomanie, hein, voilà, s'arracher les cheveux ou s'arracher les cils, voilà, on peut avoir ce genre de choses aussi. Et ça existe, hein, ça existe. Après, ne confondez pas avec des gens qui se triturent les cheveux toute la journée.
voilà, mais qui se les arrachent pas, ils se font un câlin symbolique, si je puis dire, voilà, ils se font une espèce de caresse symbolique, c'est pas forcément de la tricotillomanie, il y a une forme, mais c'est pas forcément quelque chose d'auto-apaisant là-dedans, voilà. Et il y a des gens, vous verrez, qui se caressent souvent les cheveux ou qui mettent leurs mains dans leurs cheveux, voilà, et ça c'est toujours intéressant de s'en rendre compte. Après, ce qui compte, c'est pas l'acte en lui-même, c'est la répétition de l'acte. Quand le sujet fait ça, c'est pas par plaisir, c'est parce que ça s'impose à lui, hein, c'est la fameuse compulsion, et s'il ne le fait pas ou elle ne le fait pas, l'angoisse peut monter, ou la pensée obsessionnelle peut rester, ou le mal-être peut rester, en fait, si vous voulez. Voilà, l'acte conjure quelque chose qui est compliqué à gérer, voilà. Pensez bien que des fois la personne n'est même pas consciente de ça et se dit pas tiens je me ronge les ongles ou je me triture le doigt ou je m'arrache les croûtes ou je m'arrache un bouton parce que je suis angoissé. Même pas, c'est même pas vu, c'est même pas perçu. C'est très pernicieux comme système. Alors, il y a 3 types, en rentrant un petit peu plus dans comment prendre en charge les gens qui souffrent de TOC. Il y a 3 types de personnes qui vont souffrir de TOC. Il y a celles qui sont conscientes que oui, je pensais ça, oui, j'ai fait ça, oui, je me suis mis à faire une suite logique mathématique, ou une suite de phrases, où je me suis répété telle phrase plusieurs fois, voilà, j'ai vérifié telle chose, l'alignement, peu importe, mais je sais très bien que c'est complètement incongru. Ok, premier cas de figure. On bosse pas mal avec ces gens-là, il y a un état de conscience vachement intéressant. Deuxième cas de figure, où effectivement les gens, ils y croient quand même un peu. Voilà, c'est parce que j'ai fait ça que ça a produit ça. C'est un peu plus compliqué dans ce cas de figure-là, mais il y en a effectivement pas mal. Mais c'est une croyance fragile, mais c'est une croyance quand même. Hein. C'est parce que j'ai fait ça qu'il s'est passé ça, ou qu'il ne s'est pas passé ça. Et alors vous avez un troisième cas de figure, où là on n'est pas du côté d'une espèce de croyance, on est du côté d'une espèce de certitude. Oui, c'est parce que je me suis répété 10 fois ma phrase dans la tête que le truc n'a pas eu lieu. C'est sûr. C'est du sûr, c'est mathématique, c'est pas mathématique, c'est spirituel, c'est ce que vous voulez, mais c'est sûr. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est parce que j'ai compté jusqu'à 100 en l'espace de 30 secondes que j'ai réussi à faire ça et que j'ai écarté le mal et ainsi de suite. Ou du moins, il ne s'est pas produit telle ou telle chose. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il y a quelque chose qui est très affirmé dans la pensée obsessionnelle et surtout dans la mécanique compulsive. Plus c'est puissant, plus c'est difficile à éradiquer. Je reste à la maison parce qu'un feu va se déclencher chez moi, voilà, j'en suis sûr, donc je reste à la maison, moi s'il y a le feu, eh ben je pourrais surveiller et je pourrais intervenir tout de suite. Si je suis pas là et qu'il y a le feu, je vais rentrer chez moi ce soir et j'aurai plus de maison. Voilà, et ça c'est une croyance. Et donc ces gens-là, effectivement, au niveau social, puisqu'il va y avoir un incendie chez moi, je vais rester, donc j'irai pas au boulot, donc je vais me faire arrêter, donc je vais me faire passer malade, et ainsi de suite. Et là, il y a des complications relationnelles et professionnelles, sociales, sociétales, notoires. Donc ce sont tous ces éléments-là qui participent au diagnostic. L'historicité est que vit la personne au moment où on la rencontre. Alors bien évidemment, certaines personnes qui souffrent de TOC présentent aussi ce qu'on appelle des tics. Voilà. Parce que ce qui est une décharge motrice, c'est une décharge motrice qui pourrait effectivement aussi produire une espèce de tentative de relâchement de l'angoisse. Une angoisse qui serait plutôt permanente. Une angoisse permanente ne veut pas dire que vous avez une attaque de panique permanente, c'est-à-dire que l'angoisse occupe l'espace, elle va tenter de trouver une juste résolution via la décharge motrice du tic, sans que tout cela soit conscient. Le tic, c'est pareil, c'est pas un truc qui naît à 30-40 ans, c'est un truc qu'on développe en général dans l'enfance, voire à l'adolescence. Et ça, attention à ça, donc non seulement il y a le caractère obsessionnel, mais il y a aussi le caractère anxieux, anxiogène, d'angoisse. Il faut lutter contre l'angoisse parce que c'est très invasif. Alors toutes ces situations finissent, je viens de citer un exemple là, effectivement par créer des phénomènes et des complications psychosociales assez considérables et relationnelles. Ça c'est une évidence, donc ce qui participe encore plus à l'altération de la personne, voilà, la manière dont elle est bouffée, rongée par ça, qui permet d'évaluer très rapidement le diagnostic du TOC, invalidant, intrusif et invalidant. C'est souvent quand on fait l'anamnèse un petit peu comme ça des symptômes et de l'historique des personnes, c'est très important, c'est aussi de se voir que c'est arrivé souvent à des personnes qui étaient plutôt inhibées, souvent, et notamment quand elles étaient enfants ou adolescentes ou jeunes adultes, inhibées, ou un peu négatives, pas une super image d'elles-mêmes. Il pourrait y avoir aussi d'une certaine manière une forme de... Il y a la génétique, je ne suis pas un grand client de la génétique, mais
une transmission familiale, voire son père ou sa mère prise elle-même par des actes compulsifs. Voilà, ça marque un enfant et ça l'ancre dans une mécanique qui lui échappe, mais il le voit faire, donc on peut reproduire ce que l'on a vu. Voilà. Il y a quelque chose de très mimétique chez l'être humain et notamment dans son développement. Donc ça aussi, ça peut jouer. Les personnes qui souffrent de TOC, bien souvent, vont présenter d'autres psychopathologies. Voilà, ça peut être des phobies, ça peut être tout un tas de choses, mais ces personnes-là vont présenter d'autres psychopathologies. Donc il faut absolument essayer de voir, évaluer les comorbidités. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pose problème, qui est invalidant pour la personne. Voilà. C'est l'ensemble qu'on va prendre en charge et essayer de traiter, d'apaiser, d'amenuire et surtout de permettre à la personne de comprendre quel est le sens de cette pensée obsessionnelle. Il y a quelque chose qui n'est pas logique, il y a quelque chose qui ne passe pas, ou ça passe mal. Et donc, il y a une logique. Le tout, c'est de la comprendre. Et là, on n'est pas dans des généralités. On n'est jamais dans des généralités en psy. Ça n'existe pas. Même en médecine, on est toujours au cas par cas. Comment cette personne voit les choses, quelle a été son éducation, qu'est-ce qu'elle assume, qu'est-ce qu'elle n'assume pas, qu'est-ce qu'elle fait pas, qu'est-ce qu'on lui a dit quand elle faisait, qu'est-ce qu'on lui a dit quand elle faisait pas, comment effectivement on s'arrange avec tout ça, avec le fait de ne pas être content de soi-même, que les autres ne soient pas contents de nous, comment faire en sorte que les autres soient contents, comment éloigner ces angoisses quand elles apparaissent, et ainsi de suite. Vous pensez bien qu'il y a des choses à raconter. N'oubliez pas, pour la xème fois sur cette chaîne, nous sommes des êtres de parole. Pas pour parler des résultats de foot, ou pour parler de politique, ou pour parler de la météo. Non, nous sommes là, présents, nous sommes dotés de la parole pour exprimer ce que l'on ressent. Voilà, favorablement et surtout défavorablement. Voilà, c'est ça. C'est là où la parole est d'or. Alors, la prise en charge, elle est toujours thérapeutique, hein, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magique, il n'y a pas de machin. On peut toujours effectivement faire des exercices de respiration, de sophrologie, de méditation, ça permet un petit peu de se recentrer, ça peut être très utile, mais je pense que ça peut, dans certains cas de figure, ça peut ne pas être suffisant. Donc la prise en charge est thérapeutique, elle est médicamenteuse dans certains cas, non seulement du côté pour l'angoisse, pour essayer effectivement de réduire un petit peu l'angoisse, et puis pour éviter d'avoir trop de pensées invalidantes. Donc là, c'est la pharmacologie qui va prendre sa place, toute sa place. Et si ça vise un effet d'apaisement, j'ai envie de dire pourquoi pas. N'oubliez pas, je viens de vous en parler, que prendre en charge thérapeutiquement parlant quelqu'un, c'est lui permettre de s'exprimer sur la difficulté qu'il rencontre. Et il y a déjà quelque chose à dire, et il y a quelque chose à entendre. Et cette mécanique relationnelle, cette mécanique de communication, elle participe pleinement à déjà une amélioration de ce qu'il s'est passé, parce que c'est important que les personnes qui souffrent de ça, vous savez que bien souvent, elles se sont renfermées sur elles-mêmes, elles n'en parlent à personne parce que les gens la jugent, les gens lui disent « mais t'es pas bien toi, mais arrête de faire ça ». Mais c'est tellement facile de dire à quelqu'un qui a des TOC « arrête de faire ça ». C'est tellement facile. Le problème c'est que vous lui tirez une balle dans le pied, c'est encore plus compliqué pour lui parce que non seulement il n'y arrive pas à arrêter, et en plus ça le culpabilise. Alors c'est surtout ce qu'il ne faut pas, parce que ça fait effet inverse dans un cas de figure comme ça. Donc attention à ça. Donc les alliés deviennent effectivement plutôt les médecins, voire les psychothérapeutes, parce que, attention, qui peut réellement entendre, intégrer et me renvoyer quelque chose d'utile, d'intéressant, de pertinent, de considérant, eu égard à la souffrance dans laquelle je suis à cause de telle psychopathologie. Et ça, c'est très important. 50% effectivement de la résolution de la problématique va reposer là-dessus. Alors, on a vu les anxiolytiques effectivement par rapport à l'angoisse, mais il y a aussi, parce que si on parlait de comorbidité tout à l'heure, vous avez pas mal de gens qui souffrent de TOC, mais qui ont aussi un terrain dépressif. Voilà, donc on peut effectivement aussi traiter cette dépression par un antidépresseur. Voilà. Et puis de voir, en fonction de la molécule qui a été choisie, si effectivement ça régule, réorganise un petit peu les choses, ça permet à la personne de retrouver un petit peu ses esprits, de moins souffrir de ça, pour ceux vraiment qui présentent un état dépressif caractérisé. Soyons d'accord, pas un petit nœud dépressif momentané, non, non, un état dépressif caractérisé, cliniquement évalué, évaluable, évalué, diagnostiqué. Donc qui s'inscrit dans le temps. Hein. Une dépression de 2 semaines, ça n'existe pas. Hein. La dépression s'évalue sur minimum 4 à 5 mois. Minimum. D'accord? Donc attention à ça. Le diagnostic n'est pas toujours simple à poser, il faut avoir le maximum d'informations pour pouvoir le faire. Cette obsession, je l'ai dit tout à l'heure, elle est forcément en lien avec un conflit interne. Quel est le fruit de ce conflit interne? Et là, il y a un travail de recherche.
Il y a un travail de fouille là. Là, il y a un travail d'investigation. C'est intéressant quand les personnes qui souffrent de ça se prêtent à ça. Mais c'est pas toujours évident, parce que pour l'être humain post-moderne au jour d'aujourd'hui, donne-moi un cachet, ou explique-moi comment ça marche, mais moi, je n'ai pas forcément grand-chose à dire sur mon existence, ou alors, je fais un petit briefing d'un quart d'heure, 20 minutes, et débrouille-toi avec ça. Or, attention, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque les racines sont très anciennes, et que c'est pas, je me débarrasse de ça en un quart d'heure, 20 minutes, non, c'est un travail de recherche, et ça prend du temps. Après, c'est propre à chacun, chaque patient amène non seulement la manière dont il parle de son symptôme, et dans la manière dont il est invalidé par son symptôme, mais chacun amène aussi sa capacité à parler de son histoire. Et ça, c'est propre à chacun. Voilà encore ô combien nous sommes dans de la casuistique et certainement pas dans une généralité. Il n'y a pas de généralité en psy, ça n'existe pas. Ou c'est dangereux. Parce qu'on enfermera les gens dans des présupposés dans lesquels ils ne sauraient pas ou ils n'y répondraient pas. Et ça serait très problématique. Prise en charge ou non, il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle des fluctuations. Alors, quand il y a prise en charge, en général, il y a moins de fluctuations que quand les gens ne se font pas suivre pour ces motifs-là. Que ça soit avec l'aide d'un traitement médicamenteux ou par le soutien, l'accompagnement d'un psychothérapeute, eh bien, ils vont œuvrer au gré du vent. Alors parfois ils auront de bonnes périodes, mais parfois ils auront des périodes extrêmement compliquées. Et hop, ça recommence, ils en seront malheureux, ils vont s'enfermer dans leurs troubles et ainsi de suite, avec les situations d'évitement dans lesquelles je parlais peut-être tout à l'heure, ou je n'en ai pas parlé, je ne sais plus. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Attention à l'évitement, ça renforce encore plus la toute-puissance de cette pensée obsessionnelle et le TOC que ça génère, c'est-à-dire l'aspect compulsif que ça produit. Attention à ça. Pour les personnes qui effectivement se font accompagner, et dont elle tire un bénéfice, effectivement, il peut y avoir des fluctuations toute une vie. La vie, c'est long, c'est compliqué, c'est fastidieux, il y a de super périodes, il y a des périodes très compliquées. Voilà, ils peuvent avoir une fluctuation, moins que ceux qui ne se font pas suivre, ou alors de manière beaucoup trop superficielle, mais ils risquent de retourner, consulter de nouveau quand ça ne fonctionne pas, ils reprennent le traitement qui avait bien fonctionné, ou ainsi de suite, puis après, à quel degré dans leur thérapie, ils avaient vraiment avancé au point de ne plus être affectés par ça. Voilà. Être affecté, il y a mille et une manières, c'est-à-dire que si effectivement ils se rendent compte qu'ils ont quelques tocs, mais que finalement c'est plus du tout la même chose qu'avant et que c'est gérable en 2 temps, 3 mouvements, c'est même plus, on les classe même plus parmi des gens qui ont eu un TOC, on n'oublie pas qu'ils ont eu un TOC, ça reste, c'est puissant, mais en tout cas c'est géré. Donc un TOC géré, je ne sais même pas si c'est un TOC. Voilà. Donc voilà, il est là, on sait qu'il peut se remettre en œuvre comme avant, mais en tout cas il semble à ce moment-là géré. Et ça, c'est déjà bien et c'est rassurant, surtout pour la personne, de dire tiens, avant, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais mis 1 heure à faire ça, alors que maintenant, je mets 1 minute. Voilà, ça, c'est pas mal. N'oubliez pas que c'est au moins 1 heure dans la journée pour pouvoir diagnostiquer que quelqu'un a un TOC, parce que si vous avez des TOC qui vous prennent aller un quart d'heure la journée, ce qui est énorme déjà, ça va, ça passe. On parlera de TOC, on sera dans une forte suspicion de TOC, bien évidemment. Mais à la limite, pas de la même manière. Souvent, le critère, hein, c'est le DSM d'ailleurs qui parle de ça, le DSM-5 notamment, entre autres, mais qui parle d'une heure, au moins 1 heure par jour. Voilà. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a 30 minutes, on va dire non, non, t'as que 30 minutes, non, non, laisse tomber, t'as pas de TOC. Non, il y a déjà une structure, il y a une structure obsessionnelle forte, et il y a des aspects compulsifs notoires. Mais effectivement, le diagnostic, il ne va pas forcément se poser de manière aussi définitive. Après, il est à mettre en œuvre avec de quoi souffre aussi, quelles sont les comorbidités de cette personne-là. Est-ce qu'il y a des nœuds dépressifs? Est-ce qu'il y a une dépréciation? Est-ce qu'il y a un problème d'estime de soi? Est-ce qu'il y a des traumatismes? Voilà, c'est un ensemble de choses. De toute manière, quand on reçoit une personne, voilà, on ne reçoit pas une personne qui souffre de TOC. On reçoit une histoire, une personne, une histoire, un ensemble de choses, un ensemble d'informations, un agglomérat d'informations. Et effectivement, on cherche à évaluer s'il y a d'autres comorbidités, d'autres psychopathologies, voilà, dépressives, problème d'estime de soi, un problème de tout un tas de choses, des traumatismes, voilà, des situations extrêmement complexes qui n'ont pas été liquidées, qui n'ont pas été racontées, qui n'ont pas été dépassées, des répétitions et ainsi de suite. Voilà, c'est un ensemble de choses. On ne reçoit pas quelqu'un pour un TOC et on ne parle que de son TOC. Non, ça serait une erreur clinique terrible, notoire. Ça serait enfermer quelqu'un dans une psychopatho et de ne pas regarder effectivement ce qui peut graviter autour. Voilà. Alors que ce qui gravite autour, bien, il y a tout un tas de choses, les joies, les peines, la vie, voilà. Et ça, attention à ce genre de choses. Donc, c'est très rapidement, effectivement, il faut regarder ce qui se trame autour d'une construction, certes que l'on peut diagnostiquer comme étant un TOC, mais il faut aussi regarder et évaluer ce qui est caractérisé concomitamment, voilà, à ça, à cette
problématique du TOC. Voilà, on ne reçoit pas quelqu'un qui a une problématique précise, on reçoit un ensemble de choses, un être humain avec effectivement des caractéristiques polymorphes, multiples, mais surtout on essaye d'évaluer à quel degré il y a des aspects péjoratifs dans sa vie, donc d'où l'intérêt que les gens parlent de leur histoire pour qu'on arrive à pouvoir le comprendre. Sans cette prise en charge, effectivement, il y a le risque que les TOC durent, parce que les TOC peuvent traverser le temps. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui se résout à 40 ou à la cinquantaine. Non, non, ça peut durer, ça peut même se renforcer avec les années. C'est propre à chaque personne, c'est toujours très casuistique. Prenez tous un immensissime soin de vous. J'aime ces vidéos cliniques, on rentre dans le détail, je pensais faire court, elle est un peu longue, je ferai quelques coupures, mais je pense qu'il y a énormément d'informations. Je remercie l'abonné qui m'a demandé de parler des TOC. J'avais déjà eu il y a un petit moment quelqu'un qui m'en avait parlé aussi. Et puis là, ce week-end, je me suis dit, tiens, voilà, ça c'est fort. Ça, ouais, ça c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Prenez tous un immensissime soin de vous. À très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. À bientôt.